on est toujours en fait sur du proudhonisme de bas étage, quoi. C'est-à-dire, il faudrait un meilleur profit, il faudrait un meilleur investissement, il faudrait une meilleure banque, il faudrait une meilleure mutuelle, enfin bref, tout mieux dans la merde. Mais en fait, quand vous avez que de la merde à disposition, vous ne pouvez pas faire de meilleure merde, ça restera de la merde. Donc il faut repenser intégralement les choses. Qu'est-ce que vous pensez? Vous allez un jour taxer les super profits et ensuite, d'accord, il y en aura toujours davantage et puis vous allez redistribuer une partie, mais pour pouvoir continuer à les redistribuer, encore une fois, encore faudra-t-il qu'ils fassent de nouveau des super profits. Enfin, vous voyez bien, c'est le serpent qui se mord la queue, ça n'a absolument aucun sens. Merci Loïc. Ma dernière question sera directement liée à la question précédente. On a parlé de l'évolution de la forme des mobilisations, des grèves. Ma question sera en fait, euh, si on pense cette transformation de la forme, comment faire en sorte que les revendications montent en généralité? En effet, on a vu des revendications qui étaient des revendications de branche, qui sont bien sûr nécessaires, mais comment faire en sorte qu'on accède à des revendications qui aient un contenu un peu plus large d'un point de vue politique et économique. Ouais, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir sortir du seul carcan, entre guillemets, syndical, je ne dis pas ça péjorativement, mais pour encore une fois avoir une ascension vers le politique. Et Lénine montrait très bien d'ailleurs que le mouvement ouvrier seul, sans avant-garde, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ce n'est pas une prétention, nous pensons ces questions au quotidien et de manière collective, en groupe, depuis des années. Donc la raison pour laquelle voilà, il s'agit d'avoir une avant-garde théorique, c'est aussi pour ça, parce que le mouvement ouvrier seul ne parvient qu'à des revendications syndicales, de rehausse des salaires, etc., sans nécessairement penser ou investir le champ politique de sorte à proposer une subversion du mode de production actuel. Or, c'est précisément ce dont il est capable, puisqu'encore une fois, les acquis de 46, c'est une subversion du mode de production capitaliste à l'intérieur même de ce mode de production-là. En tant qu'hegeliano-marxiste, nous y tenons, puisque c'est une nouvelle pratique de la valeur et qui va permettre de dégager de l'emploi capitaliste un certain nombre de secteurs, et notamment la santé. Et que donc nous pouvons prolonger au niveau notamment de l'éducation, comme ça a été déjà fait, notamment au niveau du logement, des transports, de l'alimentation, etc. Et c'est la raison pour laquelle il faut porter un discours politique, et ça doit être ce discours politique, il me semble, cela est tout à fait cohérent avec le discours que nous portons, qui est la reprise de la souveraineté intégrale sur le travail et la souveraineté nationale. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les gauchistes ne comprennent absolument rien à l'importance de la souveraineté nationale et caricaturent ça comme si c'était des formes d'extrême droite, fasciste, etc. J'ai montré la dernière fois à propos de Giorgia Meloni qu'en réalité c'était tout l'inverse et que ce soit Giorgia Meloni, Orban ou un Zemmour par exemple chez nous en France, au contraire, ils n'ont rien de souverainiste, d'accord ? Et qu'un souverainisme conséquent est un souverainisme qui non seulement s'attarde sur la nécessité d'une reconquête de la souveraineté nationale, c'est-à-dire la capacité de battre monnaie, la capacité de légiférer, ce qui est extrêmement important, parce que quand c'est l'UE qui légifère, ben, ça va être compliqué effectivement de retrouver un droit syndical et un rapport capital-travail qui soit favorable au travail dans un premier temps, et de décider de la justice et de la paix et de la guerre, comme le disait très bien Marie-France Garot, et qui éviterait du coup de nous mettre dans l'escalade dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec l'OTAN. Donc, Et je veux être très claire, les sanctions sont faites pour durer. Nous devons être déterminés. Ce n'est pas l'heure de l'apaisement. Je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus. Donc on voit bien la nécessité impérieuse qu'il y a aujourd'hui à quitter notamment l'Union européenne, l'OTAN, et donc à retrouver une souveraineté nationale, chose que les gauchistes mentaux ne comprennent absolument jamais. Et à côté de ça, eh bien, les droitards, pareil, voient, on en parlait tout à l'heure, au travers de la CGT, uniquement le retour des orgues de Staline. Quand on voit les propos tenus, je m'y attarde même pas, par Marion Maréchal Le Pen sur la CGT ces dernières semaines, etc., c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je soutiens cette idée de la réquisition pour une idée simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le droit de grève, il doit s'accompagner d'un respect de l'ordre public. Objectivement, c'est parfaitement irresponsable de la part de ces syndicats, d'autant plus que manifestement, il y a une volonté totale de faire un geste supplémentaire. C'est-à-dire que là, on voit bien le côté profondément réactionnaire sur le plan social et la volonté d'en découdre en réalité avec les salariés. Donc ils nous font croire
qu'ils ont une composante sociale, qu'en réalité ils sont pour la défense des salariés. Bon, on le voit d'ailleurs, hein, Marion Maréchal Le Pen est aujourd'hui avec Zemmour, mais on le voit aussi avec le RN qui, depuis qu'il a fait son entrée à l'Assemblée, non seulement depuis des années n'a absolument rien de souverainiste, mais qui en plus de ça, sur les questions où il s'agissait de rehausser les salaires, de mettre les salaires indexés sur l'inflation, etc., qui étaient des propositions louables, notamment formulées par la NUP, mais qui sur le plan social étaient intéressantes, notamment quand, comme Marine Le Pen, on explique dès l'entrée à l'Assemblée qu'on ne sera pas un groupe à l'Assemblée nationale d'opposition à Macron sur des questions qui sont nécessaires pour le pays. Bon, il ne faut pas non plus être un groupe d'opposition à la NUP lorsque les propositions économiques et sociales sont bonnes. Bon, et bien là, on voit que beaucoup d'entre eux sont absents ou votent contre, etc. Donc en réalité, sur les questions sociales, ils sont toujours, entre guillemets, au rendez-vous pour être absents, si je puis dire. Et il faut bien avoir en tête que de toute façon, il n'y a pas de révolution pure et qu'il n'y a que des conditions et des moyens de parvenir encore une fois, au socialisme, c'est-à-dire à ce qui vise à mettre à mal les rapports de production actuels et qui sont intenables. Encore une fois, ce n'est pas une idéologie que de dire ça, c'est de reconnaître ce que tout le monde constate, mais nomme très mal par peur des archaïsmes, par peur des anathèmes, etc. Mais c'est de reconnaître le fait des contradictions internes au capital et de dire, voilà, il y a une voie de sortie possible qui prend différentes formes, qui est protéiforme et qui ne correspond pas au modèle passé, au contraire, mais il y a une voie française qui d'ailleurs est toute tracée vers le socialisme, dont on peut renouer avec l'héritage, encore une fois, de 46, etc. Et donc, il y a un discours politique à porter sur des acquis dont nous avons déjà. L'avantage, c'est qu'il n'y a même pas tout à réinventer, il y a tout à prolonger. Le travail a déjà en partie été fait. Et pour ça, il faut reconstituer un bloc historique, c'est-à-dire que les syndicats doivent être en partie à l'avant-garde un temps des revendications qui vont ensuite devenir des revendications politiques, comme je le disais tout à l'heure, Alliance des Gilets jaunes, Alliance de la CGT, qui correspond en réalité à une alliance des classes populaires, des classes moyennes, et de quelques nouvelles couches moyennes inférieures la plupart du temps. C'est-à-dire le bloc historique par définition, en capacité de lutter contre le lumpen casseur de grève, encore une fois, d'accord, et contre la classe dominante et les appareils répressifs d'État. C'est ça la réalité. Et pour ça, il faut des organes de classe, une théorie efficace, une pratique tout aussi efficace. Et des revendications politiques aussi, qui soient des revendications politiques fortes, se passer des tenants du capital, parce que nous sommes en capacité d'extraire ce secteur, nous sommes en capacité de le nationaliser, de mettre en place une autogestion démocratique, d'accord ? C'est pas aberrant, non seulement ça s'est fait, non seulement ça existe, et non seulement, encore une fois, c'est simplement reconnaître que ceux qui sont les plus à même d'organiser le travail parce qu'ils le font au quotidien n'ont pas besoin des tenants du capital, tout simplement, d'accord ? Et pas être sur des revendications à la mort moelle-neu qui ne signifient absolument rien et qui montrent la bassesse théorique sur laquelle on se situe aujourd'hui, qui est celle de la NUP, quand on parle de super profit. Ça ne veut rien dire. Tout profit est nécessairement de trop, de toute façon. C'est la définition même du profit. Donc on va nous parler de quoi ? De méga super profit, d'accord ? Ça n'a pas de sens. Par définition, il n'y a que du profit, voire du surprofit, lié à la concurrence en période notamment propre au capital de baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que tout profit provient toujours nécessairement de l'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire du fait d'avoir exploité plus longtemps un travailleur et d'avoir retiré sur son temps de travail et sur ce qu'il a produit une somme ou une richesse qui est récupérée par les tenants du capital sans avoir eu à travailler. Raison pour laquelle, effectivement, on investit toujours sur le travail visant plus que dans la machinerie, etc. Mais je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Donc il n'y a pas de super profit, tous les profits sont en trop par définition. Et c'est toujours le même problématique qu'avec le fait de taxer le capital. D'accord, taxer le capital et légitimer le capital pour la simple et bonne raison que pour taxer du capital, il faut encore l'avoir laissé fructifier et donc avoir organisé des profits. C'est-à-dire il faut valoriser le capital pour pouvoir le bien taxer, alors qu'on n'a pas besoin de taxer le capital, on peut s'en passer. C'est quand même sacrément mieux, d'accord ? Et donc se passer du crédit, être en capacité de mettre un terme à la propriété lucrative et être en capacité de socialiser une bonne partie des grands moyens de production. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire socialiser la petite PME, socialiser la petite entreprise artisanale et encore moins évidemment l'indépendant dont on a absolument besoin. Et donc une fois que ça aura été compris, une fois qu'on aura actualisé, comme nous cessons de le faire depuis des années, le logiciel marxiste et qu'on ne sera pas dans des catégories abstraites comme peuvent l'être certains groupes encore à l'heure actuelle qui confondent la plupart du temps le capital et le patronat justement dont je parlais tout à l'heure,
alors là, effectivement, on pourra porter un discours communiste au sens fort du terme et revendiqué, comme abolition justement de ces rapports de force et de ces rapports de production, et souverainiste, d'accord ? Et donc d'une souveraineté intégrale, c'est-à-dire que ceux qui vous proposent une souveraineté nationale, mais pour rester avec une soi-disant bourgeoisie nationale avec lequel on créera le rapport de force nous sera défavorable, d'accord ? Et puis ceux qui veulent une reconquête du travail, mais qui sont en incapacité de penser la souveraineté nationale, je rappelle encore une fois que l'Union européenne est une entité de classe qui a vocation justement à casser les travailleurs et qui pour ça n'hésitera pas à employer encore une fois des armées européennes, à faire venir des flics de Pologne, etc. pour vous taper sur la gueule. Donc en réalité il faut les deux, hein. Bien penser correctement ces questions-là, c'est les articuler ensemble. Ce qu'on voit encore une fois aussi, c'est que beaucoup des partis ou quoi veulent en réalité, quand ils sont favorables à la guerre, mettre un terme à la gestion, ils veulent organiser mieux la misère, d'accord ? Alors qu'il faut mettre un terme à la misère en fait. On est toujours en fait sur du proudhonisme de bas étage, quoi. C'est-à-dire, il faudrait un meilleur profit, il faudrait un meilleur investissement, il faudrait une meilleure banque, il faudrait une meilleure mutuelle, enfin bref, tout mieux dans la merde. Mais en fait, quand vous avez que de la merde à disposition, vous ne pouvez pas faire de meilleure merde, ça restera de la merde. Donc il faut repenser intégralement les choses. Si vous pensez effectivement, le verre est dans le fruit en réalité, d'accord ? Donc qu'est-ce que vous pensez ? Vous allez un jour taxer les super profits et ensuite, d'accord ? Il y en aura toujours davantage et puis vous allez redistribuer une partie, mais pour pouvoir continuer à les redistribuer, encore une fois, encore faudra-t-il qu'ils fassent de nouveau des super profits. Enfin vous voyez bien, c'est le serpent qui se mord la queue, ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut avoir des revendications politiques fortes, tenables et qui n'ont rien d'utopiste. En réalité, il n'y a pas plus utopiste que la taxation des super profits, d'accord ? Parce que c'est idiot, profondément idiot, et profondément ancré dans la manière de penser, dans la manière dont nous fait penser le capital en réalité. Alors que nous avons les moyens de faire autrement, et nous l'avons déjà démontré par plus de 70 ans d'histoire, et qui n'a de cesse d'être malheureusement cassé. Ce qu'il faut bien comprendre, je terminerai sur ces deux choses-là, c'est que la seule chose que la classe dominante comprend, c'est le rapport de force. Le rapport de force, encore une fois, ça ne veut pas dire forcément des boulets à l'Élysée armés, d'accord ? Mais ça veut dire qu'encore une fois, il faut mener une guerre de classe, notamment économique, c'est le principe d'une grève, qui la mette en face de ses contradictions, qui l'oblige effectivement à se comporter de la manière dont elle se comporte actuellement et repenser en même temps ce que j'ai dit en début de cet entretien, c'est-à-dire les logiques de la grève redistributive, etc. Et quand d'un seul coup ils perdront pied à ce niveau-là et qu'ils verront que le pays peut tourner, malheureusement sans qu'ils ne parviennent à nous manipuler, alors bingo, alors ça ne va pas se faire demain, c'est bien joli comme ça, etc. Mais si chaque pas qu'on fait actuellement est dans la bonne direction, au vu des mouvements sociaux qui peuvent émerger ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années, alors petit à petit nous y arriverons. L'histoire nécessite un temps long et il faut s'inscrire dans ce temps-là. Je ne dis pas qu'on va avoir une révolution politique décisive dans les 6 prochains mois, mais si encore une fois on est dans la bonne direction, on aura la capacité d'insuffler ça correctement et surtout de conscientiser un maximum de personnes. Pendant que, encore une fois, on voit que le discours des politiques continue à être un discours abstrait, droite-gauche, ceux qui sont à gauche sont pour la grève, ceux qui sont à droite, alors qu'en réalité il y a plein de connards à gauche qui n'y comprennent rien et qui ne sont pas forcément pour, il y a des gens qui se disent de droite mais qui en réalité sont beaucoup plus partisans de la grève malgré eux, mais qui, comme ils se disent de droite, osent passer. Enfin, vous voyez bien que ce clivage ne sert à rien, encore une fois, seulement, et n'a seulement de sens pour la classe dirigeante et politique, donc il faut aussi abolir une bonne fois pour toutes le clivage gauche-droite pour y préférer des clivages de classe et se rendre compte aussi qu'effectivement c'est ça qui est important. Il y a un autre aspect, c'est là qu'on voit encore une fois que le genre de vie est décisif, d'accord ? Au-delà même le genre de vie traduit un certain nombre de choses qui camouflent parfois un niveau de vie, mais le genre de vie est décisif en ce sens que, au-delà des catégories de pensée que nous octroie le capital pour essayer de penser la réalité politique et qui se traduit notamment par ce clivage gauche-droite qui ne permet par définition pas de le penser, et c'est sa raison d'être justement, eh bien les gens se retrouvent par rapport à la manière qu'ils ont de vivre, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent de gauche et de droite, mais qui en réalité ont les mêmes vies de petits bourgeois mondains, etc., dans quelques quartiers des grandes métropoles. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, d'accord ? Moi, je vois autour de moi, dans les pratiques qui sont les miennes, en vivant à la campagne, en ayant des loisirs dans les sports de combat, le tir, etc., qui sont des gens qui en fait se disent de droite, mais qui, dès lors qu'on discute un temps, ils se disent simplement de droite, parce que la gauche, pour eux, se limite en réalité à Hollande,
pourquoi pas quand il y a un certain intérêt politique s'y passe, et ou sinon des trucs qui leur paraissent lointains et des bling-bling, et en réalité dans ces milieux d'artistes dont on a parlé la dernière fois. Et donc en fait, évidemment, ils ne se disent pas de gauche, parce que pour eux, la gauche, en fait, c'est quelque chose auquel ils ne peuvent pas participer pour des raisons de classe qu'ils ne conscientisent pas. Mais à partir du moment où on discute, en fait, on est tout à fait d'accord. Et en réalité, ce qui est déterminant, encore une fois, c'est notre manière de vivre. Et là, on va retrouver effectivement dans ces déterminations de classe, beaucoup plus d'enjeux décisifs, qu'importe qu'on se catégorise de droite ou de gauche, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose que les Gilets jaunes avaient d'ailleurs très bien compris pour mener un combat politique efficace. Bon, et bien maintenant, il faut aussi qu'ils comprennent que le syndicat fonctionne d'une certaine manière, charte d'Amiens, etc., dont j'ai déjà parlé. Il faut qu'ils arrivent à les faire bouger sur ces lignes-là, qu'ils n'aient pas peur, effectivement, de les faire bouger, pas peur des anathèmes. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je pense que si ça se réalisait, si on est en capacité de faire en sorte, et les camarades chez nous, là aussi, ils mettent un peu d'huile de coude, j'ai envie de dire, parce qu'on a été présent, on est présent sur les lieux de grève depuis le début, etc. Je pense que c'est en train de nous tracer une voie qui est tout à fait profitable, envisageable, et sur laquelle il va falloir tenir. La plus grande difficulté pour les militants, je ne cesse de le rappeler chez nous, c'est souvent de tenir sur la durée et de comprendre qu'effectivement, le grand soir ne sera pas pour demain, mais qu'en réalité, le grand soir, c'est un ensemble de petits soirs qui fait que finalement, au bout, on obtient un certain nombre d'acquis qui nous permettent effectivement de mieux vivre et de nous débarrasser de la classe dirigeante. Donc voilà, la ligne, elle est toute tracée, pourvu qu'elle tienne, et toutes les forces en présence à l'heure actuelle qui veulent se défaire des clivages abstraits, nous devons agir collectivement pour faire en sorte que ça ait lieu.